bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que chacun peut prendre place et s'asseoir dans le calme? Cette séance va bientôt commencer, elle commence même à l'instant. Merci beaucoup de vous installer dans le calme et de prendre place. Mais bienvenue en tout état de cause et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je suis Aliette Ovine, je présente l'émission Entendez-vous l'écho sur France Culture. Alors concilier écologie et emploi, c'est le thème de cette semi-plénière. Alors un thème qui est lancé comme un défi, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de question, ça ressemble plutôt à une urgence, à un impératif, et y compris dans la réponse à trouver, même si ce n'est pas une question. Et on voit que ça s'inscrit très bien aussi dans le thème de ces 25e rencontres d'Aix, affronter le choc des réalités. Et de fait, cette réalité, il n'est même plus besoin de la présenter parce qu'on est toutes et tous en train de l'affronter. C'est évidemment, entre autres, l'épisode de canicule qu'on a connu, qu'on est en train de connaître, où on a vu près de 2000 écoles qui ont dû fermer. On s'est rendu compte que 40% des logements n'ont pas de protection solaire adaptée. On s'est rendu compte que la plupart des grandes villes aussi n'étaient pas adaptées à ce réchauffement climatique. Or, pour affronter de tels pics de chaleur, il faut construire, rénover, penser autrement les choses. Il faut donc des gens et des emplois. On voit que tout est lié. Et justement, ces liens, nous allons les explorer aujourd'hui grâce aux intervenants qui sont présents aujourd'hui et je les en remercie. Alors, je vais les présenter par ordre alphabétique. Ce sera tout aussi simple. Sophie Binet, vous êtes secrétaire générale de la Confédération Générale du Travail. Vous avez été élue en mars 2023. Jean-Pierre Farandou, vous êtes président directeur général de la SNCF depuis 2019. Marc Ferracci, qui est juste ici, vous êtes ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie depuis septembre 2024. Et Marine Tondelier, enfin, qui est tout au bout, vous êtes secrétaire nationale du parti Les Écologistes depuis octobre 2022, à une époque où, je le rappelle pour ceux qui seraient perdus, ce dernier s'appelait Europe Écologie Les Verts, donc Les Écologistes depuis octobre 2023. Alors je vous rappelle à vous toutes et tous qui êtes dans la salle que vous aurez à la fin de cette séance 10 minutes pour poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants qui sont ici sur scène et j'insiste sur la notion de questions et non de remarques. Voilà, le temps est relativement court, donc pour que chacun puisse s'exprimer, voilà, formuler des questions claires, nettes et précises, ça permettra de pouvoir répondre à un maximum d'entre elles. Et alors pour bien comprendre les enjeux de cette session, je laisse la parole à Kathleen Schubert, qui est professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris et membre du Haut Conseil pour le climat. Kathleen, c'est vous qui allez nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette session et amorcer quelques pistes de réflexion. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Je veux d'abord rappeler que la transition écologique, c'est une transformation structurelle majeure, probablement du même ordre de grandeur que les chocs qu'on a connus de globalisation, de progrès techniques, dont il faut se rappeler qu'on ne les a pas extrêmement bien gérés au niveau français et au niveau mondial, parce que le fossile a complètement façonné nos économies à un point vraiment de très très profond. Donc c'est une transformation majeure, elle va avoir des effets sur l'emploi, forcément. Et donc, mon travail, en fait, c'est de vous dire un petit peu ce que raconte la littérature économique contemporaine là-dessus. En fait, c'est une question essentiellement empirique. Il n'y a pas de raison a priori de supposer que les emplois issus de la transition écologique seront plus nombreux ou moins nombreux que les emplois, disons, associés aux fossiles. Donc, c'est vraiment une question empirique. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que les simulations dont on dispose, dans les modèles macroéconomiques, par exemple, montre de façon assez générale qu'au niveau macroéconomique, il y aura assez peu d'effets en fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, cette transition ne va ni détruire un nombre d'emplois énorme, ni en créer un nombre faramineux non plus. On a beaucoup entendu des discours, alors du côté de l'industrie, souvent sur le thème de la destruction de l'emploi pour s'opposer à la transition, du côté plutôt des Verts, sur la création d'un nombre énorme d'emplois verts. En réalité, la littérature ne montre ni l'un ni l'autre, au niveau macroéconomique. Pourtant, il faut avoir quand même en tête quelque chose de crucial, c'est qu'il va y avoir des profondes transformations au niveau sectoriel. C'est-à-dire que vous avez des secteurs qui vont effectivement perdre beaucoup d'emplois et des secteurs qui vont gagner des emplois. Et donc, c'est à ça qu'il faut faire très attention, parce que les secteurs qui vont perdre des emplois, dont les secteurs associés fortement aux énergies fossiles, ce sont des secteurs dont il faudra bien reconvertir les travailleurs. Et si on n'est pas capable d'effectuer cette transition, de former les gens, de les requalifier, là, on risque d'avoir un gros problème, d'autant plus que ce problème peut être fortement concentré au niveau local, au niveau géographique.
donc sur les territoires. Ce qu'on voudrait quand même absolument éviter, c'est des territoires entiers qui soient peuplés de gens qui ont à la fois plus de travail sur place et dont les maisons ne valent plus rien et qui sont donc complètement sinistrés. Donc ça, c'est le point très important. Deuxièmement, même au sein de chaque secteur, on s'aperçoit qu'il y a de très très fortes disparités. Vous avez des entreprises qui sont performantes, qui ont un mix énergétique favorable, donc très électrique par exemple, qui seront finalement peu impactées par les politiques climatiques ou les politiques de transition. Et au sein d'un même secteur, vous avez des entreprises qui le seront beaucoup. Donc il y a vraiment besoin de regarder finement, en fait, au niveau sectoriel, au niveau vraiment granulaire, ce qui va se passer. Donc ça, c'est du côté donc on n'a pas de raison de penser qu'il y aura des destructions d'emplois massifs, même s'il faut prêter attention à ces choses-là. Maintenant, du côté de l'idée que la transition va créer un nombre énorme d'emplois verts, il n'y a aucune garantie non plus dans la littérature économique. Donc ce que dit la littérature, en fait, c'est que d'abord, on ne sait pas très bien définir un emploi vert. Qu'est-ce qu'un emploi vert ? Mettons un comptable qui travaille chez un pétrogazier, est-ce qu'il est vert ou fossile ? En fait, il est rien, il est neutre. D'accord ? Donc la définition même de l'emploi vert, c'est pas évident. Premièrement, donc ce qu'on fait de plus récent, en fait, ce que font les économistes de plus modernes, disons, c'est qu'ils épluchent les offres d'emploi sur Internet par des techniques de big data modernes, disons, regardent ce qu'on demande aux gens pour regarder en fait quelles sont les occupations qui ont vraiment besoin de talents verts, nouveaux. Donc, par exemple, installateur de pompe à chaleur ou ingénieur chimiste dans la chimie propre, vous voyez, dans la chimie biologique. Donc, ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Et là, on se rend compte qu'il y a des questions intéressantes qui se posent. La question principale qui se pose, c'est est-ce qu'on a ces compétences ? Est-ce qu'on a été capable de les former ou est-ce qu'on va être capable de les former dans le futur ? Donc ça, c'est le premier point très important. Donc pas toujours. Il faut faire vraiment un effort là-dessus. Et deuxièmement, est-ce que c'est des bons jobs, disons ? Ces nouveaux jobs, est-ce qu'ils sont mieux payés ? Est-ce qu'ils sont mieux qualifiés ? Et donc, de nouveau, en France au moins, il n'y a pas réellement en ce moment de prime à l'emploi vert, disons. Donc pas de fortes incitations pour la main-d'œuvre à se former dans ces emplois-là. Voilà un peu l'état de la littérature économique. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Kathleen. Ce qui est bien avec cet état de la littérature et ce constat très scientifique, c'est qu'on voit qu'il amène beaucoup de questions et beaucoup de débats peut-être plus politiques aussi. Alors Marine Tondelier, commençons par vous si vous le voulez bien. Ce qu'on comprend, et c'est Kathleen Schubert a un peu posé les termes du débat en opposant les Verts et l'industrie, avec cette idée qu'il y aurait pour certains l'idée d'une opportunité incroyable qui se créerait parce que nouvelle demande, donc nouvelle offre, donc nouveaux emplois, et de l'autre côté, une industrie qui nécessairement va devoir se transformer profondément parce qu'elle ne sera plus adaptée aussi aux nouvelles normes, aux nouvelles exigences. Alors entre menaces et opportunités, vous, comment voyez-vous ce changement, cette transition aussi énergétique et écologique au niveau de l'emploi ? Oui, la transition va être créatrice d'emplois nouveaux, je précise d'ailleurs, emplois publics et privés. C'est une opportunité pour les entreprises qui l'ont d'ailleurs bien compris, si j'en crois les discussions. J'ai peut-être un biais de sélection dans les gens qui viennent me voir depuis hier, mais dans tous les échanges que j'ai eus depuis hier, c'est plutôt une crainte des reculs actuels du gouvernement sur l'écologie que je perçois aujourd'hui. Ça me fait très plaisir que vous y soyez sensibles. Les chefs d'entreprise comprennent parfois mieux l'environnement que 90% de la classe politique française. C'est le sens de ma présence aussi aujourd'hui et on va en parler. Ce qui m'inquiète, c'est que la Chine est déjà une concurrente et un rival sérieux sur ces sujets-là. Si la France ne prend pas un virage économique et écologique sérieux, elle se fera écraser. C'est ça la réalité. Près de la moitié des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, aujourd'hui, ont lieu en Chine. La Chine a aussi investi massivement dans la voiture électrique, alors qu'en France, les reculs environnementaux s'enchaînent et que l'Union européenne est en train d'affaiblir sa directive sur la durabilité des entreprises, la fameuse CSRD. La Chine, elle est en train de l'imposer à ses entreprises. Alors on va être clair, je ne vous fais pas ici la promotion du Parti communiste chinois, qui se fiche du climat, mais qui le fait parce qu'il a compris que c'est dans l'intérêt de son pays.
Aujourd'hui, chaque État européen se bat pour attirer des investisseurs sans aucune cohérence à l'échelle de l'Union. Et on fait les yeux doux aux Coréens ou aux Chinois pour qu'ils puissent installer des entreprises. On a quelques projets de méga-factories, effectivement, mais ça ne doit pas cacher les difficultés de toute une partie de l'industrie face à la concurrence étrangère aujourd'hui. Un exemple, les derniers fabricants de panneaux photovoltaïques européens sont en train de disparaître. C'est ça qui se passe. L'Europe produisait 75% des panneaux solaires en 2010. C'est 15% aujourd'hui. Ce n'est pas de la faute des entrepreneurs, mais des politiques défavorables qui ont été mises en place ces dernières années. Et je le dis d'un point de vue écologiste et d'un point de vue économique, c'est une honte. Le moratoire sur les énergies renouvelables qui est porté au sein même du gouvernement en ce moment, c'est un scandale anachronique et démagogique qui mettra des emplois et des boîtes sur le carreau. Et face à une concurrence chinoise et américaine subventionnée, il est évident que nous devons protéger nos entreprises et nos emplois, par exemple par une taxe carbone aux frontières, et continuer d'investir dans la recherche scientifique et dans l'innovation. Ça suppose aussi de repenser les politiques commerciales, évidemment, au niveau européen, dans le contexte de l'instabilité des tarifs de Trump. Mais on voit bien, la Chine aujourd'hui se place comme un pôle de stabilité, et l'Europe et la France doivent démontrer que la stabilité sera encore plus grande grâce à la démocratie et grâce à la planification écologique. Mais ça suppose aussi que l'Europe, grâce à ses investissements massifs, soit à l'origine d'une vague de création d'emplois verts, de l'agriculture à l'économie circulaire, en passant par l'industrie verte. Oui, l'écologie industrielle, c'est possible, et c'est même l'assurance vie de certains secteurs, dont celui de l'acier, avec une grosse pensée pour Arcelor, mais je pense que ma voisine en parlera. Et M. Farandou ne nous dira pas le contraire, pour faire des trains, il faut de l'acier. Voilà. Mais ça demande aussi de ne pas se tromper de combat. Et la technologie seule ne pourra pas nous sauver, il faut de la solidarité, sinon la société va devenir de plus en plus violente et ça va créer de l'instabilité législative. Regardez comme la planification écologique d'Elisabeth Borne, qui n'est pourtant pas de mon bord politique, est remise en cause actuellement suite aux législatives. Et vous comprendrez donc qu'on a besoin de se remettre autour de la table pour agir en dépassant les clivages et les préjugés que nous pouvons avoir les uns envers les autres, mais c'est le sens de ma venue aujourd'hui. Pour vous dire, s'il me reste un peu de temps aussi, que vous exposez deux alternatives, mais il y en a une troisième. C'est l'option du statu quo. C'est pas de transition, ou pas plus qu'aujourd'hui. Et vu l'actualité politique désastreuse des dernières semaines, on est plutôt parti pour en avoir moins en réalité. Parce que je sais bien que tout le monde a envie de se dire qu'on est super, qu'on avance, qu'on progresse, mais enfin l'actualité des derniers jours nous montre que c'est un peu plus compliqué que ça. La suspension de la prime Rénov', la réintroduction des substances interdites pour la santé dans l'air, ce moratoire sur les énergies renouvelables, c'est très préoccupant et je vous invite à lire le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Si on compare la période 1960-1990 et maintenant, on a un nombre de jours de vagues de chaleur par an qui a été multiplié par 6, des conditions propices aux feux de végétation qui concernent une superficie multipliée par 2,5, une sécheresse des sols augmentée de 50%. Et en 2024, les récoltes céréalières étaient au plus bas depuis 40 ans. Et puis, il y a aussi les risques de retrait-gonflement argile, qui est devenu la première source d'indemnisation du régime des catastrophes naturelles. C'est passé de 25% des indemnisations en 2010 à 70% ces 5 dernières années. Je pourrais continuer la biodiversité, enfin, je ne vais pas tout vous faire, mais vous voyez bien que les entreprises, elles ne vont pas échapper à cette situation, en réalité. Et que pas de transition, c'est derrière des menaces pour tout notre secteur économique. Chaque degré de réchauffement climatique réduit le PIB mondial de 12%. Et quand on prend le scénario tendanciel de réchauffement, aujourd'hui, ça impliquerait une baisse de 25% du PIB au niveau mondial. Et donc voilà, on voit bien le réchauffement climatique, il est déjà là et il va impacter négativement l'économie. C'est quoi le rôle des politiques dans cette situation ? Je conclus. Un cap clair, comme dirait l'autre. Il faut de la constance et de la prévisibilité. Et aujourd'hui, on n'a pas ce calendrier, ces incitations claires. Moi, je serais entrepreneur aujourd'hui, je devrais prévoir ce que j'investis pour les 10, les 20 prochaines années, je serais bien incapable de savoir dans quel milieu économique j'évolue. Il y a eu cette dissolution surprise qui a déstabilisé tout le monde, dont les marchés, et c'est un soi-disant Mozart de la finance qui l'a décidé. Et puis il y a surtout le fait que les derniers gouvernements d'Emmanuel Macron défont ce que les premiers gouvernements d'Emmanuel Macron avaient bâti. Donc il y a des textes de loi aujourd'hui qui ressemblent à des pochettes surprises qui arrivent à l'Assemblée. On ne sait même pas dans quel état ils vont en ressortir. Il y a des surprises toutes les minutes, des mauvaises. Et voilà, juste pour vous dire que la transition écologique n'est pas une option. Et la question, c'est plutôt quelle transition nous voulons. Est-ce qu'on veut une transition imposée par les sécheresses, les températures, les catastrophes naturelles, l'effondrement de la biodiversité, ou est-ce qu'on veut choisir nous-mêmes notre destin? Et vous comprendrez que les écologistes ont choisi la deuxième option avec vous, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Marine Tondelier, merci.
Alors, il y a énormément de sujets qui ont été soulevés grâce à votre intervention, celle de la souveraineté notamment, celle de l'uniformité, aussi des normes, des lois, pour que la France ne se retrouve effectivement pas seule à mener certains combats. Sophie Binet, sur cette question entre menaces et opportunités, je rappelle quand même que le sujet il a été mis sur la table il y a maintenant 10 ans, puisque c'est la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui engage l'État à élaborer en concertation avec les partenaires sociaux, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l'emploi et des compétences. Alors quel est le positionnement de la CGT sur cette question-là, et puis plus globalement quel est le rôle aussi de la CGT face aux questions environnementales? Comment cette question est pensée de concert entre écologie et emploi? D'abord, pour commencer par d'abord plutôt bonjour à toutes et tous, c'est mieux comme ça. Et puis pour commencer par votre dernière question, pour nous la question environnementale elle est centrale parce que les travailleurs et les travailleuses sont les premiers à payer la facture. Rien qu'en une semaine avec cette vague de chaleur là qu'on a vécue, on a recensé 3 morts au travail du fait de la canicule, donc la chaleur tue. Par ailleurs, pas d'anticipation de la question environnementale, c'est nous qui payons l'addition. Je vais prendre un exemple très récent. Yara, c'est une entreprise qui fabrique des engrais, qui est implantée en Loire-Atlantique, qui fraudait depuis de longues années les normes anti-pollution. On le dénonçait depuis de très longues années. Les associations environnementales ont enfin gagné au tribunal et ont fait condamner cette entreprise pour non-respect des normes anti-pollution. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, l'entreprise annonce qu'elle ferme et qu'elle délocalise ses productions puisque le propriétaire est suédois. Et nous avions, nous, un projet de transformation de la production d'engrais pour que ça soit moins polluant, à la fois l'engrais et à la fois le process qui a été balayé d'un revers de la main. Et donc pour venir sur votre première question, sur cette loi de 2015, en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de véritable programmation et planification environnementale et industrielle. Le sujet du photovoltaïque suffit à le voir, c'est-à-dire qu'on ne met pas en relation les normes et les changements de mode de consommation avec l'amont et les filières industrielles. On développe le photovoltaïque, c'est très bien, mais par contre on ne travaille pas sur l'amont et la filière industrielle. Je vais prendre l'exemple de l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile, aucune stratégie environnementale d'anticipation et de planification. Le résultat, c'est la double peine pour les travailleurs et les travailleuses. D'abord, des licenciements massifs, puisque depuis 10 ans, c'est moins 100 000 emplois dans l'automobile au prétexte de la transformation environnementale, mais en vérité, ces suppressions d'emplois, elles sont liées à la stratégie de délocalisation des constructeurs et à la politique des marges. Et la deuxième chose, c'est que comme la stratégie des constructeurs, c'est de sortir des véhicules toujours plus chers pour avoir toujours plus de marge et distribuer toujours plus de dividendes, eh bien, deuxième peine, le consommateur ne peut pas s'équiper d'un véhicule électrique bon marché, et donc on se retrouve avec des ZFE qui sont extrêmement discriminantes socialement, et avec comme résultat le grand recul qu'on avait à l'Assemblée ces dernières semaines, où au final on supprime les zones de faible émission parce qu'elles sont discriminantes socialement. Face à cela, il faut une toute autre stratégie. Il faut imposer aux constructeurs automobiles français de construire en France un véhicule électrique bon marché. C'est possible. Nissan le fait au Japon, où il sort une forme de 4L électrique vendue autour de 15 000 €. Pourquoi est-ce que ce que Nissan fait au Japon, Renault ne peut pas le faire en France? C'est encore un peu le même groupe quand même. Et il faut imposer de produire en France avec une conditionnalité des aides publiques. Dernier exemple, les pompes à chaleur. Donc les pompes à chaleur, c'est un enjeu central pour rénover notre bâti et pour mieux le chauffer. Le gouvernement, il n'y a même pas un an, a adopté un plan pour doubler la production de pompes à chaleur en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Le premier producteur de pompes à chaleur français, qui s'appelle De Dietrich, qui est l'entreprise française la plus ancienne, créée en 1684, eh bien De Dietrich vient d'annoncer qu'elle arrêtait sa production en France pour délocaliser. On ne peut pas laisser faire ça. Donc on voit que face à ce défi climatique, on a besoin d'une vraie planification industrielle environnementale pour avoir une vraie stratégie. Le laisser-faire ne peut plus être la solution. Merci infiniment Sophie Binet. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. On a là toute la contradiction. Marc Ferracci et le mot planification qui est revenu à la fois dans la bouche de Sophie Binet et dans celle de Marine Tondelier. On a l'impression qu'il y a l'idée qu'il faut un cap, qu'il faut une capacité d'anticipation que n'ont pas forcément les entreprises, que n'ont pas forcément en tant qu'acteurs individuels chaque entreprise privée ou non.
Est-ce que c'est là, selon vous, le rôle de l'État, celui d'anticiper, de permettre d'avoir ce cadre-là qui va au-delà finalement d'une forme de rationalité de marché qui permettrait de prendre des décisions jusqu'ici? Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr que c'est le rôle de l'État et c'est la finalité de ce qui a été mis en place ces dernières années, parce que la planification écologique, vous l'avez dit, elle a été lancée par Elisabeth Borne. On a aujourd'hui un besoin très impérieux que nous renvoient les filières industrielles, qui est d'adopter une programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette programmation, elle est aujourd'hui un petit peu retardée par les vicissitudes du temps parlementaire. Mais fondamentalement, cet enjeu d'anticipation, c'est évidemment un enjeu crucial. Et moi, je rejoins aussi Marine Tondelier pour dire que la transition écologique, ce n'est pas une option. Moi, je vais prendre ma casquette de ministre de l'Industrie et de l'Énergie pour me focaliser plutôt sur la transition énergétique. Pourquoi est-ce que la transition énergétique, ce n'est pas une option? Parce que derrière la transition énergétique, il y a l'idée de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, qui représentent aujourd'hui 60% de notre consommation énergétique, pour aller vers une électrification des usages, pour aller vers des modes de production de l'énergie qui soient moins émetteurs de CO2, et surtout pour moins dépendre de pays qui aujourd'hui sont des pays hostiles. On pense évidemment à la Russie, mais un certain nombre de pays qui nous exportent leurs hydrocarbures aujourd'hui ne présentent plus les mêmes critères de fiabilité qu'auparavant. Donc il y a un enjeu de souveraineté dans la transition énergétique qui la rend absolument essentielle. Il y a aussi évidemment un enjeu d'opportunité industrielle. Au fond, qu'est-ce qui ressort de votre alternative entre les menaces et les opportunités? On a des règles qui encadrent la transition énergétique. Ces règles, elles sont fixées au niveau européen, elles sont fixées au niveau français. Au niveau européen, c'est par exemple le fait d'aller vers le véhicule électrique en 2035, c'est le fait de se donner des objectifs de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2035 ou 2040. Ces règles, elles sont importantes et elles sont nécessaires. Sur le véhicule électrique, c'est une règle qui est souvent critiquée, mais toute la filière automobile ne remet pas en question cet objectif de 2035. Ce qu'elle remet en question, c'est la manière dont on trouve des adaptations pour éviter que les effets des règles sur l'emploi, et en particulier sur l'emploi industriel dans les territoires, soient négatifs. Très concrètement, il faut savoir adapter les règles. Se fixer un cap en matière de transition écologique et énergétique, c'est nécessaire. Il ne faut pas dévier de ce cap. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Mais trouver des adaptations pour éviter que des équipementiers automobiles ne ferment, pour leur permettre de se diversifier, pour prendre un petit peu plus de temps parfois ou trouver d'autres solutions technologiques, ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Parce qu'en Europe, on s'est fixé des objectifs climatiques sans nécessairement évaluer la capacité de notre industrie à les atteindre. Et vous parliez de la Chine. La Chine a fait exactement l'inverse. La Chine a construit une base productive, a développé les ENR, et c'est le pays dans lequel les énergies renouvelables se développent le plus vite et le plus fort au monde. Et maintenant, ils commencent à obtenir des résultats, et ils vont continuer d'obtenir des résultats sur le régime des émissions. En Europe, on a fait l'inverse. Ce que nous défendons aujourd'hui au niveau européen, ce que moi je défends en tant que ministre, c'est d'assortir nos objectifs de réduction des émissions. Et la Commission européenne a formulé une position sur ce sujet consistant à réduire de 90% d'ici 2040 les émissions de CO2 par rapport à la référence 1990. Ce que dit la France, c'est qu'on ne peut pas se fixer ce genre d'objectif sans avoir au préalable une politique industrielle ambitieuse, une politique commerciale moins naïve, une politique de préférence européenne. Et vous évoquiez le sujet des panneaux photovoltaïques, le sujet des pompes à chaleur. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est dans nos marchés publics, dans nos régimes d'aide publique, de placer des critères de contenu local. Ça veut dire de privilégier les acteurs qui produisent de la valeur ajoutée en Europe et en particulier en France. C'est ça ce que nous défendons. Et je le défendais encore ce matin dans les médias à travers une tribune. À ces conditions-là, on peut atteindre nos objectifs environnementaux, atteindre nos objectifs climatiques et ne pas renoncer à l'objectif de réindustrialisation de notre pays. Mais il faut de la souplesse, et cette souplesse, elle se décline dans le volet énergie, elle se décline aussi, et moi je l'assume assez bien, sur d'autres registres de la transition écologique. Je pense en particulier à la maîtrise de l'artificialisation des sols. On a un dispositif qui a été créé par le gouvernement qui s'appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette. Je pense que c'est un bon dispositif, mais là aussi, il faut savoir l'adapter.
L'industrie, ça représente 4% du foncier éligible au ZAN. Moi, en tant que ministre de l'Industrie, me remonte du territoire beaucoup de dossiers d'investissement, d'ouverture de sites qui sont bloqués par le ZAN. Je dis simplement, trouvons des assouplissements sans renoncer à l'artificialisation ou à la maîtrise de l'artificialisation pour faire en sorte que l'industrie puisse se développer dans notre pays et en même temps puisse se développer sans être contraint nécessairement par ce type de dispositif. Et c'est pour ça que nous avons fait passer un amendement dans le projet de loi de simplification en ce sens. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui une opportunité de montrer aux citoyens qu'il y a des emplois. Et je rejoins ce que disait Kathleen Schubert. En général, quand il y a une grande transition, il y a de la réallocation des emplois sont détruits, des emplois sont créés. Le rôle de l'État, c'est d'abord de donner un cap, c'est l'enjeu de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est ensuite d'accompagner les acteurs qui sont en difficulté dans les transitions, et c'est ce qu'on fait en accompagnant des entreprises dans leur diversification. Il y a quelques semaines, on a annoncé le sauvetage de la fonderie de Bretagne, un équipementier automobile qui est percuté par l'arrivée du moteur électrique et du véhicule électrique, et qu'on a accompagné dans sa reconversion vers l'industrie de défense. C'est ça qu'il faut faire, c'est avoir un cap, ajuster les règles quand il est nécessaire au niveau macro, et intervenir au niveau micro, au niveau des entreprises et des acteurs pour préserver les emplois et pour préserver surtout les salariés. Merci beaucoup Marc Ferracci. À vous, Jean-Pierre Parent-Vous. Ce qui est pratique avec vous, c'est qu'on a parlé de cadres, de normes, d'accompagnement aussi des entreprises. Vous êtes un peu notre cobaye aujourd'hui, puisque vous représentez vous-même un champion industriel français. Vous êtes aussi le premier recruteur de France, avec 27 700 postes pourvus en 2024. Alors comment cet impératif-là aussi de la transition s'est imposé à vous, et quel impact aussi sur les emplois tels que vous pouvez les gérer aussi au sein de votre entreprise? Oui, d'abord, moi, je voudrais répondre à la question. On peut concilier écologie et emploi. Voilà, c'est quand même la question posée. Je veux dire que nous, on y croit beaucoup. Pourquoi on y croit? D'abord, ça commence par l'écologie. La transition écologique, c'est un de nos 5 axes stratégiques, au sens profond du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment ce sur quoi on veut travailler, avancer, concrétiser, parce qu'on pense que c'est bon pour notre entreprise. Donc, on est vraiment beaucoup là-dessus. Alors, comment ça se décline? La première action, au fond, c'est le report modal. C'est convaincre les gens de prendre plus de trains que d'autres modes de transport qui aujourd'hui sont encore polluants. Oui, non, mais je le dis quand même, si t'es pas d'accord, mais moi je le dis, c'est quand même une réalité. Donc aujourd'hui, c'est une réalité, le TGV pollue moins que l'avion. Ça te fait pas plaisir, mets ton chapeau, mais c'est une réalité. La voiture, c'est pareil, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de voitures électriques. Donc c'est une réalité. Le camion, aujourd'hui, pollue plus que le train. C'est une réalité. Voilà, donc au fond, la première action, c'est à nous de jouer, convaincre les gens, parce qu'on ne peut pas forcer les clients et les chargeurs. Prenez davantage le train. Moi, j'ai un programme là-dessus. C'est le x2, et forcément le x2 c'est 2 fois plus d'emplois, enfin, à peu près quoi. C'est-à-dire que si vraiment on arrive à développer le ferroviaire dans ce pays, il y aura beaucoup plus de conducteurs de train, d'agents de maintenance des matériels, d'agents des maintenances de la voie et des aiguilleurs. Donc bien évidemment, on a de la chance, c'est que notre métier il est profondément constitutif de la transition écologique. Donc au fond, bien faire notre métier, développer notre métier, c'est déjà une première réponse. Bon, on ne s'arrête pas là bien évidemment. L'économie circulaire, on en a parlé, on recycle tous nos rails, on recycle tout notre ballast, on a créé des filières de recyclage des vêtements de travail, on vient de relancer la filière lin dans ce pays, et ça c'est de l'emploi. Aujourd'hui, le lin, par exemple, on était comme un pays en voie de développement. C'est-à-dire la France produit du lin, notamment en Normandie. Ce lin part en Chine et ça revient avec des belles tuniques, des belles vestes et des beaux pantalons en lin. C'est un peu idiot quand même. Voilà, mais nous, on a décidé de donner un coup de pouce à cette filière en disant, mais nous, on veut que nos vêtements de travail, plutôt que d'être faits en coton, faits je sais pas où, consommant beaucoup d'eau, on va les faire avec du lin français. Voilà, ça c'est de l'emploi chez nous qui ne partira pas ailleurs. Troisièmement, tout ce qui est biodiversité, on n'en a pas beaucoup parlé. On est les seuls, et on n'était pas obligés. Et c'est même pas moi qui ai pris la décision, donc franchement, je suis tranquille. Quand je suis arrivé en 2019, la décision a été prise. On a arrêté l'usage du glyphosate. On est les seuls en France. Les seuls. Et ça nous coûte des sous. Ça nous coûte des sous parce que le glyphosate, c'était diablement efficace quand même. Le fameux Roundup, ça carbonisait la végétation de manière magistrale. Bon, on a dit non, on arrête pour la biodiversité. Dans moralité, on a beaucoup plus d'interventions humaines. On a des gens qui débroussaillent, on a des jardiniers du rail. Voilà, mais ces jardiniers du rail, c'est de l'emploi qui n'existait pas. Voilà, donc on a créé de l'emploi aussi là-dessus.
SNCF Renouvelable, nous aussi on a décidé de produire de l'énergie. Le fait qu'on va équiper, alors modulo ce qui a été dit sur les panneaux solaires, qui est un vrai sujet d'ailleurs, voilà, on a décidé aussi de se lancer à produire l'électricité. Cette production d'électricité qui va se rajouter au métier de base de la SNCF, c'est aussi de l'emploi. Voilà, donc franchement, on a plein d'exemples qui montrent que oui, avancer dans l'écologie, avancer dans la mobilité durable, c'est tout à fait compatible, voire même ça entraîne de la création d'emplois. Et alors après, il y a des nouveaux types d'emplois, c'est ce qui a été dit par notre professeur qui a ouvert la séance. Ce n'est pas des quantités importantes, mais ça compte quand même. Dans tous les établissements de maintenance de la voie, on a des ingénieurs hydrologues. Parce que l'eau, c'est devenu important, on a bien vu les inondations. Donc on a renforcé notre capacité à mieux drainer l'eau qui tombe sur nos infrastructures. On a aussi des ingénieurs météo, on n'avait pas ça. On a une capacité maintenant à prévoir l'impact en analysant la météo et les prévisions météo sur la chaleur dans le rail à 5 ou 6 jours d'avance, ce qui nous permet de prendre des mesures de surveillance renforcées, éventuellement de réduction de la vitesse, pour être capable de mettre les forces au bon endroit par rapport à des prévisions qu'on peut faire. Je voulais aussi dire qu'il y a la quantité d'emplois, il y a la nature de l'emploi. D'abord, les métiers cheminots, c'est des beaux métiers, ils ont du sens. Parce que justement, c'est ce qu'on a dit. Quand on est cheminot, au fond, on réconcilie mobilité et protection de la planète. Voilà, donc les gens, ils aiment bien. Les jeunes générations en particulier, ça leur plaît bien de travailler dans une entreprise comme ça. C'est des métiers qui ont des contenus. Il y a des beaux contenus, ce n'est pas des métiers standards robotisés. Il y a une patte humaine, il y a une intervention humaine, il y a une appréciation humaine. Voilà, tout ça, ça compte. Et puis, c'est une filière. Je me tourne vers le ministre de l'Industrie qui le sait bien. La SNCF, elle est chef de file d'une filière. La filière ferroviaire, c'est presque 300 000 emplois supplémentaires aux 150 000 de la SNCF, avec des grands champions, Alstom en particulier, Thales et d'autres. Voilà, donc au fond, quand la SNCF avance, quand le ferroviaire avance, c'est toute une filière qui avance. Et c'est une filière d'excellence qui est très bon pour la balance commerciale de notre pays. Voilà, ça aussi, il faut le dire, parce qu'on a parlé de la Chine. C'est à la fois un exemple et un sacré concurrent, la Chine. La Chine, en matière de matériel roulant, ils ont une entreprise hyper performante. Heureusement qu'on s'est protégé un petit peu, parce que sinon, je pense, ça serait très inquiétant. Voilà, donc tout ça, on voit bien que c'est des enjeux de souveraineté qui ont été évoqués. On en est conscient. Et au fond, la SNCF n'est qu'un exemple. Mais je pense que cette capacité, justement, à intégrer industrie et écologie peut être une image de marque de notre pays, de notre continent. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment accélérer là-dessus, et c'est la manière de réconcilier en fait beaucoup de choses. À la fois l'emploi, c'est derrière la logique de l'emploi et la logique de l'entreprise, donc une logique économique, de rentabilité, de clients, de compétition, de concurrence, mais il y a aussi une logique de sens profond, de où va le travail, vers quoi le travail, il va vers la capacité à mieux vivre ensemble sur notre planète. Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou, merci beaucoup. Alors j'avance un petit peu dans notre débat puisque l'heure tourne. Ce qu'on entendait dans vos propos et qui est extrêmement intéressant, c'est que vous le disiez, on est les seuls à avoir fait ça. Il y a une idée aussi de montrer l'exemple. On a un peu l'impression aussi qu'il s'agit de bonne volonté aussi de votre part. Alors la question que je vais poser à nos 3 autres intervenants, c'est finalement de savoir comment on dépasse finalement ce simple cadre de la bonne volonté, comment on arrive à créer finalement un effet d'exemple plus large que ça, normes, contraintes, accompagnement, on l'a déjà dit. Marine Tondelier, quand une entreprise n'a pas nécessairement cette vocation-là à incarner un exemple, comment on fait pour l'inciter? Quels sont les mécanismes qui peuvent réellement changer la donne, surtout quand on ne parle pas forcément de cadre économique très rationnel, puisque ce sont des dépenses, on l'a dit, et un avenir, un horizon relativement incertain? Moi, je pense que les politiques sont d'abord là pour partager une vision et pour partager un horizon et pour négocier avec les différents acteurs le chemin pour y arriver, avec les parties prenantes. On ne va pas mobiliser les entreprises sans garantir un minimum, un modèle soutenable, par exemple. Et le but, c'est pas de détruire de l'emploi. On a besoin d'un outil productif en France, et donc je ne vais pas vous dire que tout passe par des contraintes. Ça, c'est pas possible en réalité. Ce qu'il faut, c'est donc un objectif et un calendrier. C'est ce que les écologistes ont proposé, par exemple, pour la transformation des mobilités, pour la voiture électrique, ou pour celle des rénovations, avec l'interdiction de louer des passoires thermiques progressivement. C'est pas donc c'est pas les incitations ou les contraintes, ce sont des incitations et des contraintes en réalité. Je pense qu'il faut les deux, et on sait que sinon ça crée des distorsions de concurrence et qu'on ne respectera pas nos engagements internationaux. Mais au-delà de ça, on n'aura pas non plus une économie prospère qui respecte la santé, le climat et qui est capable de résister à la concurrence internationale. Donc moi je vais vous prendre l'exemple de la fiscalité. Est-ce qu'il faut une incitation ou une contrainte? Il faut les deux. Il faut diminuer la fiscalité brune, c'est-à-dire vraiment la fiscalité qui incite à des choses très néfastes pour le climat,
Et il faut encourager, il faut par ailleurs développer la fiscalité verte, celle qui protège et qui est faiblement émettrice en carbone. Une fois que vous avez des règles du jeu claires et durables, alors vous pouvez jouer. Mais je reviens quand même sur un truc qui a été dit, c'est que l'État, on ne peut pas mettre la communication au-dessus des actes. Enfin, moi, je vous ai entendu parler de souplesse sur le ZAN, par exemple. Là, c'est très très souple. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus s'il y a un ZAN à la fin. Et pour reprendre les sujets de M. Farandou, par exemple, quand on dit « tiens », 100 milliards pour le train. Alors tout le monde a l'impression que ça y est, tout le problème de la mobilité mondiale est résolu. Et sauf que l'argent, on ne le voit pas. Quand Emmanuel Macron annonce « allez, 40 000 écoles vont être isolées dans les 10 ans », bon, il annonce ça. Donc j'imagine, je sais pas, je suis dans le BTP, j'y tiens, hop, je m'y mets, on va avoir des marchés. Bon, et puis cette année, on est à mi-année, hein, il y a eu 65 écoles rénovées. On annonce 40 000 en 10 ans, là, en 6 mois, il y en a 65. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, on aura isolé les écoles de nos enfants dans 3 siècles. Voilà. Donc on a un vrai sujet de... Je pense que le politique aujourd'hui est beaucoup plus occupé à faire des annonces, des moulinets avec les bras, que de suivre ces annonces. Et donc, c'est pas un cap clair. C'est pas comme ça qu'on peut piloter, pour moi, une industrie. Voilà, je le dis. Marc Ferracci, vous souhaitez évidemment réagir sur cette notion d'accompagnement contrainte, et notamment parce qu'on a aussi évoqué le cas d'ArcelorMittal. Je pense qu'il va falloir y revenir sur cette idée de mettre de l'argent effectivement sur la table, mais pour quel résultat s'il ne s'est pas accompagné effectivement de normes très strictes ou de contraintes clairement énoncées? Non, c'est un bon exemple. Moi, je suis d'accord que l'État n'est pas là uniquement pour fixer un cap, il doit agir. Et agir, ça peut se faire par la contrainte. Je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les contraintes qui ne sont pas assorties d'une réflexion année après année sur les assouplissements nécessaires, à la fin ou à un moment ou à un autre, elles se heurtent à des rejets dont on voit la manifestation aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qu'il faut également entendre. Donc moi je suis encore une fois pour que les contraintes soient assorties de clauses de revoyure et d'une évaluation constante. C'est vrai sur le ZAN, c'est vrai sur les réglementations automobiles, c'est vrai sur beaucoup de choses. Mais on a aussi d'autres leviers. Et vous parlez de la fiscalité. Le gouvernement agit sur ces sujets-là. Moi, je me suis battu pour que, dans la loi de finances de 2025, il y ait une disposition fiscale qui incite les entreprises, avec des pénalités fiscales, à électrifier leur flotte professionnelle. Vous savez qu'en France, un véhicule neuf vendu sur 2 est acheté par une entreprise au titre de sa flotte professionnelle. Et seulement 10% des flottes professionnelles sont aujourd'hui électrifiées, ce qui est moins que les véhicules individuels, les véhicules achetés par les ménages. Donc on a besoin d'inciter les entreprises, on l'a fait, et ça produit déjà des résultats sur lesquels on va bientôt communiquer. Ça montre qu'il faut mixer les outils. Il y a la contrainte, mais il y a aussi les incitations, et il y a l'accompagnement, et en particulier l'accompagnement à des investissements. Et là, on va se parler évidemment des grands sujets de décarbonation. L'État, depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis le plan France 2030 en particulier, a investi des sommes considérables pour accompagner la décarbonation des grands sites industriels. L'industrie, c'est 20% des émissions de CO2 en France. Et la moitié de ces 20%, donc 10%, sont localisés sur 50 grands sites industriels. On a mis sur la table des milliards d'euros pour accompagner des projets de décarbonation. C'est passer à des fours électriques, c'est passer à des dispositifs de capture et de stockage du carbone. C'est beaucoup de solutions technologiques qui sont d'ailleurs en perpétuelle innovation, mais qu'il faut accompagner avec de l'argent public. Ici, l'État est au rendez-vous. Dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, on a encore fait voter en 2025 1,6 milliard de crédits pour accompagner la décarbonation des grands sites industriels. Et c'est le sujet Arcelor. Est-ce que mettre de l'argent public, ça suffit ? La réalité, c'est que ça ne suffit pas. Pourquoi Arcelor a suspendu son projet d'investissement, son grand projet à 1,8 milliard, sur lequel l'État s'engageait à hauteur de 850 millions, pour annoncer un projet moins ambitieux, mais de 1,2 milliard quand même, sur lequel l'État va également contribuer à accompagner, parce qu'il y a d'autres conditions pour que la transition et la décarbonation se fassent. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Les enjeux européens sont cruciaux. Arcelor est, comme tous les sidérurgistes aujourd'hui, dans une situation où le marché de l'acier mondial et la filière sidérurgique européenne est dans une grande difficulté, avec des surcapacités chinoises, avec de l'acier chinois qui est massivement subventionné, avec des usines qui tournent à 60-70% de leur capacité. Dans ces conditions, faire les investissements, c'est évidemment très difficile. Donc il faut mêler au soutien financier et à l'argent public une politique de sortie de la naïveté commerciale. Dans quelques jours, sous l'impulsion de la France et à la demande en particulier du ministère que je représente, la Commission va faire des annonces sur les clauses de sauvegarde en matière d'acier, c'est-à-dire sur des quotas d'importation renforcés en matière d'acier chinois.
Elle fera, je l'espère, des annonces sur le mécanisme de taxation carbone aux frontières pour le rendre plus efficace, et nous l'avons porté également. Ça, ce sont des conditions nécessaires pour qu'on continue sur le chemin de la décarbonation, en préservant des emplois en France et en Europe, parce que ces emplois dans la filière sidérurgique, ils sont absolument nécessaires. C'est une filière de souveraineté, et notre but, contrairement à ce qui a pu se passer en Allemagne, où des sites ont fermé, des sites de ThyssenKrupp par exemple, eh bien, c'est que les sites sidérurgiques restent ouverts en France. Ça suppose d'appuyer sur beaucoup de leviers et pas simplement sur la contrainte. Merci beaucoup. Sophie Binet, je voudrais qu'on explore encore un peu plus ce cas d'ArcelorMittal, parce que c'est vrai qu'il est intéressant. Oui. Il y a eu de l'argent public mis sur la table, il y a eu des reports, des annonces de reports, etc. Il y a eu surtout un plan social qui a été aussi mis sur la table de la part d'Arcelor. Alors quand on voit un peu cette cause, ces effets, quelle est la position encore une fois de la CGT, puis comment on arrive à contraindre tout en accompagnant ce qui reste quand même l'objectif premier. Moi, j'invite le gouvernement et le ministre à sortir de la naïveté patronale. Mittal, on connaît, ça fait 20 ans que Mittal nous raconte n'importe quoi. Mittal, il y a 20 ans, a repris Arcelor en jurant la main sur le cœur, on ne fermera aucun site, on ne licenciera personne. Le résultat, aujourd'hui, on le connaît, ils ont fermé la moitié de leurs sites. Et là, j'entends que l'État va encore signer un chèque à Mittal au prétexte de ses investissements, alors que ces investissements, c'est quoi? C'est la moitié du plan initial, ce qui signifie qu'un four sur deux un haut fourneau sur deux sera fermé à Dunkerque, et ces investissements, c'est la redistribution d'investissements qui a été prévue sur les autres sites français. Effectivement, il faut d'autres mesures pour protéger l'acier européen, et ça, la Commission européenne, a priori, va les annoncer et va répondre à toutes les demandes de Mittal. Mais il faut des mesures pour prendre le contrôle sur l'acier européen. Je rappelle que l'Europe s'est construite à l'origine sur la communauté européenne du charbon et de l'acier, parce que la question de l'acier, c'est une question centrale. Et ce que nous savons, et c'est pour ça que la CGT alerte depuis des mois et des mois, c'est que Mittal organise et prépare un plan pour quitter l'Europe et pour relocaliser ses capacités de production en Inde et au Brésil. Ils ne le font pas maintenant parce qu'ils n'ont pas encore décarboné leur production en Inde et au Brésil. Ils vont le faire en 2030. Si on les laisse faire, c'est ce qu'ils sont en train d'organiser. C'est pour ça qu'ils font des investissements à minima. Et là, j'entends, et je suis très choquée, qu'il y aurait encore un chèque de l'État, alors que dans le même temps, Arcelor licencie plus de 600 personnes en 2025, après en avoir licencié quasiment 200 en 2024. Donc la CGT dit, là, il faut siffler la fin de la récré, il faut nationaliser ArcelorMittal, ça coûte pas vraiment plus cher que les aides qui sont mises au pot, et on peut déjà commencer par transformer ces aides en prise de participation, ce qui nous permettrait de pouvoir intervenir sur l'outil productif. Et puis au-delà, il faut se mettre sur la table au plan européen. On a construit Airbus, qu'est-ce qu'on attend pour faire un géant de l'acier européen? Commençons par convertir les aides publiques massives en direction d'ArcelorMittal en prise de participation, ce qui nous permettrait de contrôler un acteur stratégique. L'intitulé de votre table ronde, enfin de vos journées, c'est affronter le choc des réalités. Il faut arrêter la langue de bois, il faut se dire les choses. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement a, en matière automobile, s'est battu auprès des constructeurs pour que les amendes de la Commission européenne soient supprimées sur les constructeurs automobiles avant 2035. En attendant, quelle contrepartie sociale? Dans le même temps, les constructeurs automobiles continuent à licencier et à fermer des sites à l'appel. Nous venons d'apprendre il y a quelques semaines que Ampère, la filière de Renault qui est consacrée à l'électrique et qui fabrique à Cléon les moteurs électriques, il s'était engagé la main sur le cœur à ce que tous les moteurs électriques de Renault sortent d'Ampère. Nous venons d'apprendre que Renault était en train d'organiser la production d'une partie des moteurs électriques en Chine. Ça sera le cas de la R5, alors que c'était la grande fierté française qu'enfin la R5 soit construite intégralement en France. Donc même ça, ça n'est pas tenu. Grâce à la mobilisation des salariés, on arrive à avoir quelques belles histoires. La fonderie de Bretagne, 6 mois de lutte, ont réussi à sauver la fonderie de Bretagne, mais malheureusement, c'est pas grâce à Renault. Avec le soutien de l'État. Oui, mais c'est pas grâce à Renault, parce qu'on est obligé de reconvertir une partie de l'usine, alors que l'État pèse 15% dans le capital de Renault et donc pourrait imposer à Renault une autre stratégie. Donc oui, il faut des contraintes, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Merci Sophie Binet. Le temps court malheureusement. Si vous avez des questions dans la salle, c'est sans doute le moment. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent. Si un micro peut circuler.
Écoutez, la première main qui s'est levée, c'est la jeune fille avec un haut orange, juste là. Merci. Bonjour à tous, Mirabelle Lamoureux, entrepreneur dans le numérique responsable. Ma question est la suivante. On parle beaucoup de la sortie des énergies fossiles pour aller vers plus d'électrique, notamment dans les voitures, l'utilisation de batteries. Ce qui m'interroge quand même beaucoup quand on sait que ça reste une économie très extractive, qui est désastreuse pour des raisons humaines et écologiques à l'autre bout de la planète, et qui, en plus, à mon sens, n'est pas forcément génératrice d'emplois durables et non délocalisables en France. Donc j'en viens à la question, c'est comment on concilie une écologie réelle pour toute la planète et des emplois sur nos territoires de façon durable, en sortant de cette économie extractive pour aller vers plus une économie régénérative. Merci beaucoup. Et j'insiste sur la notion de territoire. C'est vrai qu'on la peut aborder, mais c'est très important, et notamment parce qu'il y a des territoires qui sont marqués aussi traditionnellement par une certaine industrie et un passé industriel et ouvrier. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Qui veut prendre la parole? Ferracci. C'est une vraie question, une question essentielle, à la fois pour l'environnement et puis aussi pour des raisons de souveraineté. Parce que si on raisonne à l'échelle française, on n'a pas de capacité extractive très importante, en tout cas pas au même niveau que d'autres pays, même si on a quelques ressources. Et d'ailleurs, en tant que ministre de l'Industrie, j'ai relancé il y a quelques mois un inventaire minier sur notre pays qui va donner l'évaluation de nos potentialités en matière d'extraction de métaux rares. Mais ce que vous dites est très juste. On a besoin de recycler, tout simplement. Et on a besoin de structurer nos filières de recyclage. On a besoin de structurer à la fois une base industrielle pour le recyclage, et ça n'est pas simple. On a des projets d'usines de recyclage des batteries qui sont aujourd'hui dans les tuyaux. Il y a aussi des projets qui se sont arrêtés précisément parce que le marché automobile et les intrants pour les batteries ne sont pas forcément au mieux de leur forme. Mais en tout cas, c'est une dimension absolument nécessaire, le recyclage, à la fois pour des raisons de protection de l'environnement et aussi parce qu'on ne veut pas dépendre de pays comme la Chine, qui aujourd'hui ont un monopole sur ce qu'on appelle les terres rares, c'est-à-dire un certain nombre de métaux qui sont nécessaires à la production de composants eux-mêmes tout à fait nécessaires dans le domaine des batteries, dans le domaine des semi-conducteurs, dans beaucoup de domaines des industries de rupture. C'est la raison pour laquelle on a lancé un projet dans le sud-ouest avec l'entreprise Carester pour raffiner de très très grandes quantités de terres rares et pour reconquérir une forme de souveraineté sur ces processus. Je sais que ça ne répond pas à votre angle, mais je pense qu'il faut faire les deux. Il faut se donner des capacités pour être un peu plus souverain sur l'extraction, sur le raffinage, et en même temps, il faut recycler. C'est vrai. Il y a un jeune homme qui a maintenu sa main levée pendant toute l'intervention. Je salue cette performance. Si on peut lui donner le micro. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Robin Nardo, je suis étudiant et aspirant journaliste et membre du projet jeunesse de cette année. Alors, hier, on a été accueillis avec pas mal de journaux, notamment, je voulais revenir sur la une de La Croix. Il y a les jolies caméras, donc j'en profite. C'est avion, train à armes inégales. Je pense que c'est dans le thème aujourd'hui. Et en fait, ça revient sur un truc qu'on connaît déjà, le fait qu'on ne taxe pas le carburant des avions et qu'on continue à faire des trajets en avion Paris-Lyon, Paris-Marseille, alors qu'on a des TGV qui marchent très bien, qui sont d'ailleurs, le Paris-Lyon, c'est la ligne la plus rentable de tout le pays. Pourquoi on continue à faire ça en fait? Vous parlez de transition et d'économie justement sur les transports. Pourquoi on fait ça? Jean-Pierre Farandou, ça va être pour vous. Je peux peut-être quand même dire quelque chose. Juste un point factuel, en fait, les trajets en avion intra-européens sont soumis au marché européen de permis d'émission négociables. C'est pas vrai, mais c'est les trajets hors Europe, en fait, qui ne sont pas taxés. Mais les trajets intra-européens, c'est pas vrai. En réalité, ils sont taxés. Moi, c'est pas moi qui fais la fiscalité dans ce pays, donc je ne vais pas rentrer trop là-dedans. En fait, les questions vaut, mais moi, je pense que l'approche modale, il faut, alors là, pour le coup, il ne faut pas trop opposer les modes les uns contre les autres. On n'ira pas en train à New York, on n'ira pas en train à New Delhi.
Voilà, donc par contre, on peut aller très bien en train à Aix-en-Provence, ça je suis d'accord. Voilà, je pense qu'au fond, il y a une espèce de répartition naturelle des modes de transport en fonction des distances à parcourir. Et après, chaque mode doit travailler à sa dépollution. Bien évidemment, l'aérien travaille à sa capacité à moins émettre. Le train a un petit coup d'avance, mais il continue, hein, on n'a pas complètement terminé. Voilà. Après, nous, notre combat là-dessus, si on devait aller chercher de la fiscalité nouvelle, c'est pour le réseau ferroviaire français. Il en a besoin. C'est un débat qu'on a avec le gouvernement. On est en plein dans l'actualité d'ailleurs, avec une conférence de financement. Voilà, donc si vous, dans la salle, vous pouvez nous aider, il faut obtenir 1 milliard d'euros de plus à horizon 2028. C'est vital si on veut conserver ce magnifique réseau ferroviaire légué par nos anciens. Si on veut le transmettre à nos enfants et nos petits-enfants, c'est maintenant que ça se joue. Donc là, s'il y a un peu de fiscalité pour nous aider, on est tout à fait d'accord. Voilà, appel aux bonnes volontés. Sophie Binet, vous souhaitez réagir? Non, encore une fois, moi j'ai un point de désaccord, il n'y aura pas de répartition naturelle des modes. Il y a une question effectivement de redistribution et notamment de juste prix des transports. Aujourd'hui, le problème, c'est que le transport aérien ne participe quasiment pas au financement des infrastructures. Pareil pour le transport routier. Et donc, vous parliez de report modal. Aujourd'hui, le problème, c'est que le report modal, il se fait dans le mauvais sens. C'est qu'on est en train de basculer du train vers la route, voire même parfois du train vers l'avion, mais plutôt du train vers la route, notamment en matière de fret ferroviaire. Ce qui se passe, c'est une vraie catastrophe. La France était déjà la lanterne rouge au niveau européen, puisque en Allemagne, c'est 18% du transport marchandises qui se passe par fret. En France, c'est 9%. Et ce chiffre baisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On démantèle notre opérateur historique, Fret SNCF, ce qui se traduit par le fait que Fret SNCF est obligé de concéder 30% de ses parts de marché à ses concurrents. Par exemple, le train des primeurs Perpignan-Rungis, que la CGT s'était battue pour relancer, vient d'être arrêté. Ça veut dire chaque jour des centaines de camions supplémentaires sur les routes. Et il y a un problème d'investissement massif dans notre système ferroviaire qu'il faut financer avec un juste prix des transports qui aujourd'hui n'est pas mis en place. Et le problème du transport aérien, c'est le low cost, avec une explosion du low cost qui en plus est subventionné par de l'argent public parce que très souvent il bénéficie d'exonérations fiscales et d'aides très importantes pour organiser du dumping. Merci. Il y a un monsieur au deuxième rang qui avait levé la main très tôt. Et ce sera probablement la dernière question. Bonjour, Maher Chebo, groupe Universe, qui s'est focalisé sur les énergies renouvelables et le numérique. Ma question, c'est comment fait-on dans le secteur de l'infrastructure qui a un horizon qui est très long et qui ne doit pas être mis en cause tous les ans par rapport aux autres pays qui contrôlent tous les domaines, pour ne pas les nommer autrement, qui, eux, ont une vision sur 10 ans et au-delà qui n'est pas remise en cause tous les 3 mois ou tous les ans. Comment fait-on pour avoir une union nationale pour la transition énergétique et tous les grands projets d'infrastructure pour l'intérêt du pays? En fait, c'est toute la question. Et alors, je peux vous la poser à vous, Marc Ferracci, mais on parlait de MaPrimeRénov' en début d'émission et en début de conférence. Il y a toute cette idée de planification et en même temps des choses qui bougent très vite et tout le temps. Comment fait-on, Marc Ferracci et puis Marine Tondelier? On revient sur la question du cap qui était évoquée tout à l'heure. Donner un cap, ça veut dire à un moment ou à un autre fixer des règles. Des règles qui soient le moins contraignantes possible, le plus incitatives possible. Moi, c'est plutôt ma manière d'envisager les choses. C'est le sujet de cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie. Aujourd'hui, dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine du nucléaire aussi, dans le domaine de la géothermie, dans le domaine de l'hydroélectricité, il y a beaucoup d'acteurs qui ont des projets d'investissement qui sont suspendus. Ils sont suspendus parce que le cap, aujourd'hui, n'est pas explicitement sur la table. On a une programmation pluriannuelle qui date de 2020 dans laquelle on prévoyait encore de fermer 14 réacteurs nucléaires. Donc autant dire qu'il faut l'actualiser aujourd'hui. On a une programmation pluriannuelle qui ne donne pas la place qu'elle devrait avoir aux énergies renouvelables. C'est dire qu'il faut l'actualiser aujourd'hui compte tenu des besoins. Évidemment, l'instabilité politique, la situation politique explique beaucoup des atermoiements, des zigzags sur ce sujet-là. Moi, je dis et je redis au niveau du gouvernement que notre souhait, c'est de publier cette programmation pluriannuelle qui donnera une vision et un cap à tous les entrepreneurs dans le domaine de l'énergie pour les 5 prochaines années, même pour les 10 prochaines années. Mais il faut évidemment que l'esprit de responsabilité prévale. On veut publier ce texte dans les prochaines semaines. Il faut que l'esprit de responsabilité prévale dans le camp politique et dans le champ politique.
Merci. Et c'est vrai qu'on peut peut-être insister sur ce point. On a beaucoup parlé de grands champions industriels, de très grandes entreprises. Il y a aussi les TPE, les PME, notamment la suspension, enfin la pause, en tout cas de MaPrimeRénov' avait posé beaucoup de difficultés à ce corps de métier-là, notamment dans les métiers du bâtiment, et qui était dans une forme d'incertitude. Marine Tondelier, vous souhaitiez réagir ? Oui, je veux répondre là-dessus parce que en fait, vous dites qu'il y a une instabilité politique. Mais en fait, il y a un président de la République qui aura fait 12 ans de mandat. Et il se contredit entre lui-même et lui-même. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on commence sur Make Planet Great Again et on finit sur du Trumpisme à la française. Donc moi, j'ai un problème de lisibilité, de compréhension. Je ne sais pas où vont ces gens. Alors des fois, je sais qu'ils ne vont pas la même direction, mais en plus, ils font semblant. Là, il y a eu une canicule. En 2 jours, tout le monde était redevenu écologiste. Gérald Darmanin m'a donné des leçons d'écologie populaire sur Twitter. Agnès Pannier-Runacher est ressuscitée maintenant et rejoint. Enfin, franchement, je ne comprends plus rien. Et je suis inquiète. Sur MaPrimeRénov', dire quand même que moi j'en ai marre dans ce pays qu'il y ait des gens qui par principe aient une présomption de crédibilité et ceux qui par principe n'en ont pas. Quand on va à Bercy voir Monsieur Lombard et Madame Montchalin, pour s'inquiéter justement des baisses du fonds vert, moins 55% du fonds vert. 3e baisse de suite de MaPrimeRénov', qu'on leur dit mais MaPrimeRénov', on a besoin d'isoler les logements. Bouilloire thermique l'été, passoire thermique. Enfin, ça paraît évident, je vous refais même pas tout le sketch. On nous dit non mais les écologistes, vous n'avez pas bien compris. Nous on est à Bercy, on a des chiffres. Enfin, voilà, vous ne comprenez pas, mais on vous rassure, il n'y aura pas d'impact pour les Français parce que MaPrimeRénov', il y a tellement d'argent sous-utilisé qu'on baisse le budget, mais ça n'a pas d'impact sur les Français. Ils nous le disent dans les yeux, ils nous expliquent que vous n'avez pas bien compris, limite on était complotistes. 6 mois après, ils suspendent d'une semaine sur l'autre. Ils ont suspendu la prime de conversion, pareil, d'une semaine sur l'autre, fin 2025. On ne peut pas travailler comme ça. Et par ailleurs, quand j'entends parler après d'écologie punitive, je rappelle quand même que toutes ces aides qui sortent, c'était des aides directes aux Français, pour les aider à protéger leur pouvoir d'achat. Donc j'avoue, je ne comprends pas. Merci Marine Tondelier, malheureusement. Je suis quand même obligé, je sais qu'on a dépassé le temps. On a dépassé le temps. Mais entendre parler de Trumpisme, à propos d'un président qui a réaffirmé son soutien aux énergies renouvelables, et alors que Donald Trump, avec son projet de budget, a coupé tout soutien aux énergies renouvelables, très sincèrement, ce sera votre droit de réponse. Je parlais du respect de la science, du respect des scientifiques, etc., que je ne vois plus en France. En fait, le problème de fond, c'est que le laisser-faire que prône le ministre, c'est le choix de l'incohérence. Je vais prendre un exemple sur... on remet en cause le zéro artificialisation nette des sols, ce qui est un problème d'un point de vue environnemental, et dans le même temps, on laisse une plateforme chimique fermée en laissant Vencorex partir. Donc je vous interpelle, monsieur le ministre, nous vous avons remis la semaine dernière le nouveau projet CGT pour reprendre l'activité à Vencorex sur la plateforme chimique. On a besoin de réponses, on a besoin que l'État soit au rendez-vous. Je vais vous donner ma réponse tout de suite, puisque j'étais sur Vencorex la semaine dernière, que j'ai rencontré les porteurs de projets, et que notre but c'est toujours de revitaliser les sites industriels quand il y a des fermetures. C'est ce que j'ai fait avec les élus, c'est la méthode qu'on a mise en place, et c'est la méthode qu'on va poursuivre. Merci, ce sera la fin de ce débat. Merci infiniment et merci à vous d'avoir posé toutes les questions.